Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu publieras sur Voice. Surtout, n'oublions pas de liker, de partager, de commenter. Surtout de liker, même avant de commencer à écouter les audios, pardon. Likons d'abord. Le geste là doit être un réflexe. Alors, je me lance. Ici, je viens raconter une histoire vécue par un ami à ma cousine. Bon, ce jour dont je suis allée à l'église, c'était un dimanche, je suis allée à l'église. Mes cousines habitent juste derrière l'église. J'ai dit que bon, tu peux pas aller à l'église un dimanche comme ça, on rend comme une visite à la famille, quoi. Je m'en vais chez mes cousines, je trouve qu'il y a l'un de leurs potes là qui dormait au salon. Le connaissant bien sûr, parce que mes cousines, leurs amis sont mes amis aussi. J'ai dit que on va appeler Eric. Eric fait quoi ici? Il dort ici. C'est ici, il a dormi ici aujourd'hui ou bien? Il me dit qu'à laisse le gars là comme ça, là, il allait ramasser sa part là-bas hier. J'ai dit comment ça? Il n'a même pas dormi de toute la nuit. J'ai dit comment ça? Il me dit que le bon monsieur, n'est-ce pas que hier, il a pour habitude, quand il part, lui il avait pour ses habitudes, il avait ses routines, lui tous les samedis, il est dehors. Il était toujours dehors, il entrait aux environs de 3 h du matin, 4 h du matin, ça dépend. Si le jour est sucré, il rentre même à 5 h. Il me dit qu'hier, le gars rentrait autour de 2 h, passé 2 h, quelque chose comme ça. Parce que mon quartier, au quartier de mes cousines, il y a une toute petite ruelle, il y a un vide là, il n'y a pas de maison, il y a tout petit, c'est-à-dire, il y a un petit coin comme ça, il n'y a pas de lumière, après les maisons commencent. Donc on traverse ça pour arriver au quartier de mes cousines. Il me dit que voilà qu'il rentrait seul, il avait à traverser notre quartier, il rentrait à pied lui, avec son vin dans la tête et tout, il marche. Parce qu'il dit que quand il marche, ça l'aide un peu à dessouler, quoi. Le gars marche, il ne prend pas de moto, il ne prend rien. Le gars se met à marcher, il marche. Quand il marche, à un certain niveau, après avoir traversé mon quartier, je ne peux pas donner le nom du quartier. Après avoir traversé mon quartier, l'histoire se passe au Cameroun, désolé. Après avoir traversé mon quartier, il dit qu'il est pris d'une chair de poule, c'est-à-dire inexplicable, de la tête aux pieds jusqu'à l'orteil. Il dit que même les yeux sont mis à trembler comme ça. Il dit que qu'est-ce qui se passe avec moi? Ah, il dit qu'il donc, il continue sa route. Le gars continue, marche. Après la chair de poule, comme, je sais pas, il a eu, on fait comment? Il a eu, on dit quoi? Une soudaine envie une peur inexplicable, c'est ça qu'il a pris. Après, quand il lève la tête, il constate que il y a une ombre noire, donc veste noire et tout. Il n'y avait pas les pieds. Il avait pété les mains avec les gants blancs qui disparaissaient d'un lieu à un lieu. Puis il entre, parce que entre l'espace de mon quartier et l'espace du quartier de mes cousines, il y a une toute petite piste là que les gens ont créée. Nous avons trouvé la piste là quand nous sommes venus vivre là. On a grandi là-bas. La piste là donne maintenant dans un autre quartier qui est un quartier sikh. Donc, l'ombre là se dépassait comme ça. Pris de peur, il se met à faire le signe de croix. Il fait le signe de croix. La chose marchait de sa route. Il fait le signe de croix, plus de peur. Il se met à faire le signe de croix. Il fait le signe de croix. La chose se retourne. Il dit que papa est venu. Il dit que d'un moment, donc, à quelques minutes, la chose se retrouvait devant lui. Il a fermé les yeux. Il a baissé donc. C'était un fantôme. C'était un fantôme. Le fantôme est venu se placer devant lui. Il dit qu'il a pissé sur lui. Il a fait sur lui. La chose est venue se placer devant lui. Il dit que tu as fait le... Comme pour dire, tu as fait le signe de croix, non? D'accord. Me voici alors. Fais encore. Il s'est placé devant lui. Il est resté debout. Il dit qu'imaginez, il n'y a personne.
aucune moto, rien, personne ne passe, rien, les routes sont vides, personne. La chose est restée là, il a fermé les yeux. Il est que si l'histoire s'y me gifle ici, je suis fini. Si l'histoire s'y fait quoi, je suis fini, je suis si seul, abandonné à moi-même, je vais faire comment? Il est resté là. Il a un peu essayé d'ouvrir l'œil. Il a encore vu le pantalon, il ne voit pas les pieds. Hey, Dieu! La chose est restée devant lui pendant longtemps. C'est qu'il a suivi un bruit de moto. Un bruit de moto arrivé. Quand la moto là, quand il a senti que la moto s'approchait, n'était pas loin de lui. Tu sais, quand la moto est à côté de toi, il est un peu guetté. Il a vu que la chose n'était plus devant lui. Donc, ici, je ne profite pas. Je suis mort. Le gars s'est mis à courir, c'est-à-dire, il dit que même Usain Bolt ne peut pas courir plus que lui. Alors là, il a couru donc la première maison où il connaissait qu'ici il était en sécurité, dans la maison de mes cousines. Il a cogné là-bas. Il a dit ouvre, il y a un truc qui veut me faire du mal. Mes cousines aussi prises de peur. C'est quoi? Il dit que non, il y a un fantôme qui a failli m'attaquer. C'est une moto qui m'a sauvé. Une moto qui m'a sauvé. On dit que mais toi là même, tu es là. Tu marches la nuit comme ça, tu sais ce que tu peux rencontrer en route. Il dit qu'il a dit plus jamais de sa vie, il va sortir encore tard comme ça, jusqu'à rentrer, il marche, il est qui? Il est qui? C'est pour dire, je veux suivre un peu ce dont il y a plusieurs internautes ici, il y a bien un narrateur qui dit souvent, quand tu sais que tu as peu de foi, vraiment il y a des combats qu'il ne faut pas aller tester. La chose passait, lui, sa route. Toi, tu viens me dire que non, quand même, tu es d'abord ivre, tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas, papa, tu ne peux pas. Quand tu sais qu'il y a des choses, tu ne peux pas, mais tu restais tranquille. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut mener. Tu restes tranquille. Il devait ramasser sa part là. C'est la moto qui l'avait sauvé. Peut-être le truc l'a fatigué, il devait même peut-être le gifler. Là, on devait retrouver. Tu entends qu'on l'a trouvé mort, on l'a agressé. Quelle agression? Il allait provoquer le fantôme. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien et bonjour et bonsoir à la communauté DMG. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Donc je tiens à préciser que c'est ma première fois de raconter une histoire et ça fait pratiquement 4 ans, puisque là je tends vers 4 ans, oui, que je suis tes histoires DMG. En tout cas, aujourd'hui j'ai pris le courage de raconter mon histoire. Et bien l'histoire se déroule au Congo, la République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Je vivais avec mon grand-père du côté maternel et donc mon papa était juste 2 ans après, on se voyait. Après, durant les vacances, du mois durant l'année 2018, je me dis bon voilà, je vais aller passer les vacances chez papa. Après, une fois que je me rends chez papa, voilà, je me rends compte que non, papa avait reçu sa nièce. Il y a sa nièce qui vivait là, donc il y avait 2 nièces. Une était plus grande et la grande, on avait le même âge. Il y avait mon grand frère et un petit frère. Donc du coup, on était au nombre de 5, 3 garçons et 2 filles. Après, ça se passait comme ça, c'était bien. Et moi déjà, je suis chrétien, j'aime prier. Et, avec d'autres histoires que je vais raconter peut-être plus tard, dans les jours à venir. Je tiens à préciser que je suis chrétien et j'ai aussi une grâce de Dieu. C'est celui d'avoir des visions. C'est pas cette vision, ça n'arrive pas que je vois, c'est pas volontaire, ça arrive comme ça, voilà, je suis là, après je m'arrive à voir des choses. Peut-être je vois la nuit, peut-être en marchant, je vois des choses comme ça. C'était comme ça en fait. Donc je priais beaucoup. J'étais à fond dans la prière, j'étais vraiment à fond. Et ma soeur également, la nièce à papa, elle également, elle était chrétienne, elle priait, elle aimait prier. Après un moment donné, vous savez, les filles, lorsqu'ils atteignent un certain âge, donc du coup, il y avait maintenant cette histoire de petite amie, tout ça. Et quoi, mon papa, lui, il était méchant, il était vraiment grave méchant. Déjà qu'il n'aimait pas sa nièce qui sortait tout le temps, voilà. Après une fois, papa était rentré à 19h et la sœur, elle n'était pas rentrée. Elle était allée voir son petit copain en rentrant. Papa était déjà à 20h, 21h, elle n'était toujours pas là.
Après, tout d'un coup, on entend des cris des personnes qui dehors. Oh, venez, venez, on vient nous alerter à la maison il y a votre soeur qui est allongée par terre, là, tout ça. Comment? On est allé la voir et c'était elle qui était allongée par terre. Donc, elle a fait une crise. Alors, on a prié, on a fait des trucs, mettre le sel, mettre le feu sur ses pieds, essayer de la réanimer. Elle ne se réveillait pas. On a tapé, on a eu dans des gifles, tout ça. Rien, elle ne se réveillait même pas. On l'emmène à l'hôpital, tout ça. Après, à l'hôpital, quelques injections. C'est là où elle s'est réveillée. Elle passe la nuit à l'hôpital le lendemain. Elle raconte que moi, là, en rentrant, lorsque j'étais prêt à rentrer de la parcelle, il y avait un gros chien qui faisait carrément ma taille, tout blanc, qui est passé juste devant moi. Et lorsque le chien est passé devant moi, donc j'ai perdu connaissance, je ne sais même plus ce qui s'est passé bien après. Ah, qu'est-ce qu'on s'est dit pas à rendre? Ah, non, c'est de mauvais esprits, on a prié. En tout cas, DMG, on a prié, on a prié, on a prié. C'était comme ça, voilà, on a prié. Après, il s'est passé. Les vacances ont pris fin. Je suis reparti chez mon grand-père. Après, quelques mois après, je suis encore revenu. Puisque mon école, c'était pas loin de chez papa. Je me dis, bon, c'est mieux que j'aille chez papa, genre la nuit. Et lorsque je reviens chez papa, je me rends compte que mon grand frère n'était plus chez papa, il était parti chez sa maman. Puisque, ouais, mon grand frère, on est juste du côté paternel. Et on a deux mamans différentes. Donc, on n'était plus qu'à quatre. Deux garçons et deux filles. Et donc, dans la chambre, il n'y avait que deux chambres dans la maison. Il n'y avait que deux chambres, la chambre des parents et la chambre des enfants. Et moi, je dormais dans la même chambre avec les filles. Mais on avait deux lits. Les grandes personnes, c'était chacun occupé un coin gauche et un coin droite. Donc, du coup, moi, j'étais au coin droit et elle était juste à l'entrée. Et les enfants dormaient juste au milieu de nous. Bizarrement, à chaque fois qu'on dormait, tu vois, on dormait toujours avec la lumière. Et moi, j'avais tendance à dormir torse nu avec mes kilos. En fait, je supportais le froid, peu importe la manière il fait froid, qu'il pleuve ou bien qu'il vente, tout ça. Et je dormais toujours torse nu. Et en fait, je trouvais ça agréable. Mais à chaque fois qu'on dormait, on dormait toujours avec la torche allumée dans la chambre, puisqu'on ne pouvait pas dormir dans le noir. Mais chaque matin, on se réveille, la torche, c'est toujours la torche qui nous éclairait, qui était carrément, qui nous visait. Mais le matin, on se réveille que la torche fixe le toit. Donc la torche est toujours retournée. Chaque matin, c'était comme ça. Mais je ne portais pas trop attention. Après un beau jour là, moi déjà, je suis fan des films d'horreur. En tout cas, j'adore les films d'horreur. Une fois là, j'étais là assis, je causais avec des amis. Après, je finis, je rentre. Il y a ma soeur qui préparait la moindre. Pour ceux qui viennent du Congo, bon, ils savent ce que c'est la moindre. Donc, elle était là, elle était en train de préparer, on a fini, on a mangé, la moindre. Donc, c'était la soupe de noix de palme. C'était ça. C'est ça. Après, on a mangé. Après, à la fin, j'ai commencé à raconter des histoires qui font peur. Après, elle était là, elle me dit, ah, en tout cas, moi, j'aime pas tes histoires. Là. Moi, les histoires des sorciers, là, en tout cas, j'aime pas. Faut plus me raconter ça, c'est pas bien, tout ça. Comme... Alors, moi, j'étais là en train de la taquiner. Oh, t'inquiète pas, y a rien. Voilà, c'est bon. Attends. 21h, 22h, on est rentré, on s'allonge. Et durant la nuit, DMG, de toute façon, il faisait froid. J'ai dit, non, là, il fait trop froid. Je me suis dit que je supportais la fraîcheur. Mais cette famille, là, il me dit, non, en tout cas, là, je dois mettre un t-shirt, je dois me couvrir, tout ça, parce que là, c'est trop. C'est comme si c'est comme si j'étais dans un congélateur. C'était trop. Après, mon esprit me demande de me réveiller. Il y a un autre esprit qui me dit, réveille-toi, va prendre ton t-shirt. Il y a un autre qui me dit, non, ne te réveille pas. Ouvre juste tes yeux légèrement avant de t'asseoir sur le lit ou bien d'aller prendre ton t-shirt ou bien ta couverture. Réveille-toi lentement. J'étais toujours allongé sur les j'entends genre de coq. Tu vois, comme si c'était des souris qui sont en train de broyer des ossements et autres. Après, j'ouvre mes yeux légèrement, je vois, c'est la nièce de papa, elle est assise sur le lit. Elle est assise, un autre me dit, ouais, mais voilà. Donc, je me dis, bon, voilà. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu es assis sur le lit? Voilà, et rien.
Et là, je me dis, non, mais non, pourquoi tu dois lui dire ça? Regarde ce qu'elle est en train de faire. J'ouvre encore mes yeux légèrement. Je vois la 6 d'MG. Il avait ce tissage-là. Et un petit foulard. Il avait des trucs de forme de bracelet, là. Ça brillait. Il y avait vraiment des étincelles. Et la torche était retournée. Malgré que la torche était retournée, il y avait des pistes qui étaient vraiment fortes. C'est éclairé quand même. Il était là. En tout cas, ses cheveux étaient éparpillés. Son tissage était éparpillé. Et son foulard brillait. Ça donnait de lumière dans la chambre. Ça éclairait vraiment la chambre. Son foulard là. Donc elle avait quelque chose entre ses mains, avec ses deux mains. Elle était en train de manger comme étant une sauvageonne. Après, elle était en train de manger. Ah. Après, je vois bien, pendant un moment ce qu'elle a entre ses mains. Ça ressemble à du porc, du queue de porc. C'était tout blanc, ça ressemblait comme à ça. Après, tout d'un coup, lorsque j'ai bien vu ce qu'elle attendait de manger, tout d'un coup, elle se retourne contre moi, de mon côté. Regarde de mon côté. Et lorsqu'elle regarde de mon côté, là, je me dis, oui, Seigneur, même son visage était déformé, déformé. Elle avait des dents de chien, des dents de chien. J'espère que vous avez déjà vu un chien en colère, lorsque un chien est carrément en colère. Non, c'était dans les dents de vampires, quand on parle de vampires là. Elle en avait en tout cas. Son visage était déformé, c'était horrible. J'étais là, je me dis, oh, j'étais prêt à crier au secours. Papa. Après, au moment où j'étais prêt à crier ou à cogner sur le mur, crier le nom de papa, tout ça, je me suis appelé de quelque chose que mon frère me disait tout le temps, voilà, les sorciers, eux, avant de faire quelque chose, puisque moi et mon frère, on avait souvent l'habitude de parler de ce genre de choses-là. Je me rappelle, il me disait, voilà, les sorciers, eux, avant de faire quelque chose, ils s'assurent toujours de bloquer partout, bloquer les voies, tout ça, peut être si je crie, personne va t'écouter. Donc, du coup, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas fait ça? Parce que j'avais à faire, c'est de prier au fond de moi. J'étais en train de prier. En tout cas, dame, je vous dis qu'elle a fait au moins 3 minutes qu'elle faisait que me fixer. Après, je me dis, Seigneur, si elle s'aventure sur moi, venir vraiment me toucher, Seigneur. En tout cas, je pourrais pas. Déjà, si elle posait ce premier pas au niveau de main, tout ça, envers moi. En tout cas, elle avait des longues ongles. Et après, 3 minutes, c'est pas 4, là, c'était. En tout cas, elle me fixait vraiment. Après, elle a continué à manger. Et après, elle a fini. Elle a tapé ses mains, tac, tac, et ce morceau de viande qu'elle avait entre les mains a disparu. Tout d'un coup, pof. Après, elle a commencé à prier. Je vais d'abord dire la prière en Ketouba, parce que, bon, déjà, la prière qu'elle faisait était en Ketouba, dans notre langue, puisque dans notre langue nationale, puisque chez nous au Congo, il y a le Lingala et le Ketouba. Donc, maintenant en français, ce qu'elle disait, il demandait la force au Seigneur. Je ne sais pas quel Seigneur elle parlait. Elle dit que Seigneur, tu vois, Seigneur, enlève-moi la fatigue, donne-moi la force d'aller chercher de la viande, tout ça. Donc, chez nous, elle disait, Tatanzambi, Pesmunungolo, Munkwenda Senga Banyama. Elle dit que Seigneur, donne-moi la force d'aller chercher de la viande. Nyama, j'ai dit c'est de la viande. Genre des animaux, quelque chose à manger, tout ça, comment. Enlèvement la fatigue, tout ça. Dès qu'elle a fini, elle s'est couchée. Elle s'est couchée. Moi, j'étais là, j'avais plus sommeil. J'arrivais même plus à dormir. Je me dis, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de dormir ou comment? J'avais peur, là. J'avais peur. Et lorsque ce moment m'avait emporté, je ne me suis même pas rendu compte. Je me réveille. Je tiens à penser qu'à chaque fois, dans la chambre, puis ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Et la torche, tout a été retourné. Après, je me dis, ouais. Lorsque le chemin m'avait emporté, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je me réveille, elle n'était plus là, elle était plus sur le lit. Je sors précipitamment, je vois dans la cour, elle n'est pas là. Je me rends chez mes amis. Ils me disent non, je ne peux pas garder cette histoire. Je raconte à mes amis qui sont du jumeau, je leur dis, bon voilà, regardez ce que j'ai vu cette nuit. Si à 9h, 10h, au cours de la journée, on vous dit que je suis mort, regardez, racontez ça à mes parents. Je lui ai raconté l'histoire. J'ai pris mes 2 pieds, je suis allé voir mon grand-père du côté maternel, je lui ai expliqué.
Après, c'est lui qui m'a dit, bon, voilà, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller au rond-point de fond du Tchétché. Tu prends les sables du rond-point, tu mets dans tes poches, tu achètes le sel, et quand tu ne mets pas de cadeau, tu mets une petite poignée de sel dans tes poches, prends le charbon, tu mets tout ça. Moi, je vous rappelle que je suis chrétien, mais en tout cas, tout ça, je fais ça. Tellement que j'avais peur. Je fais toutes ces choses qu'on m'a dit là. Je rentre à la maison et après, je demande à la femme de papa. Elle me dit que non, je demande, mais si elle n'est pas là, je vais l'appeler Sarah. Pour France, elle ne s'appelle pas Sarah. Je vais l'appeler Sarah. Donc, mais Sarah n'est pas là. Elle me dit que non, non. Et elle est sortie. Après, je me dis, ah, d'accord, donc ça tombe bien. Voilà ce que j'ai raconté ça à, à maman, à la femme de papa. Je lui ai raconté toute l'histoire, tout ce que je fais. Elle me dit, non, c'est vrai ce que tu me dis, carrément. Je dis que de mes pauvres, je ne sais pas que non, voilà, j'étais endormi. Non, non. Je te reviens, regarde ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, tout ça. Oh, d'accord. Après, je sors, je voulais vraiment mettre presque tout le monde au courant. Au moment où j'étais sorti, elle est revenue derrière moi. Et la femme de papa est allée voir pour lui poser des questions. Oui, non, mais toi, apparemment, durant la nuit, tu as fait ceci, X t'a vu, ton frère t'a vu, tu faisais ça, tu faisais ça. Elle a nié. Je reviens à la maison, c'est la femme de papa qui me dit, mais toi, tu es un menteur, toi. Je dis, mais comment? Oui, mais ta soeur Sarah était là, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions, elle m'a dit que non, tu es mort. Je dis, sérieux, vous lui avez demandé? Ouais, oui, mais je lui ai demandé. En tout cas, dès que je suis à la maison, je n'ai pas pu dormir. Direct, dès que je suis rentré dans la chambre, j'ai pris ce que je pouvais. Directement, je suis rentré chez mon grand-père. Après, quelques mois après, bon, déjà, durant la soirée, papa est revenu. Avant que je parte chez mon grand-père, je suis allé voir papa au marché, parce que c'est un boucher. Je suis allé lui raconter l'histoire. Je lui ai raconté l'histoire. Regarde ce que j'ai vu. Ce que ta nièce a fait, genre la nuit, c'est comment papa s'était énervé. Il était vénère. Il me dit, ah, mais quoi? Et quoi? Quoi? C'est quoi cette histoire? Donc, elle ose venir faire ce truc de Mickey, c'est là chez moi. Je me dis, mais je lui pose, Mickey, c'est comment? Oui, mais eux, ils ont des histoires de sirènes, tout ça, déjà qu'elle a un mari sirène, tout ça, donc elle ramène ce truc-là chez moi. En tout cas, je veux la parler. Je dis, ah, ok, comme je dis, papa, moi, je rentre plus chez toi, je m'en vais. Je peux revenir. En tout cas, ce que j'ai m'a dit, en plus, la femme, regarde ce que je lui ai dit. Elle a osé lui raconter tout ça, mais ça, c'est quand on me met en danger. En tout cas, je suis parti. Je suis retourné chez mon grand-père. Et après, durant la rentrée, donc je n'ai plus chez papa durant les vacances. Je dis, bon, voilà, je retourne. Je retourne. Voilà, on m'a dit que non, elle n'est plus ici. Elle était partie au village, on m'ont dit. Après, on m'a dit, elle a eu un mari qui est venu l'épouser. Donc, présentement, elle vit à Brazzaville. Ah, ok, c'est bien. Après, donc, ça doit être à Brazzaville. Elle a eu à mettre au monde un enfant. L'enfant se portait bien. L'enfant commence déjà à marcher à quatre pattes. Tout d'un coup, l'enfant tombe malade. Et l'enfant devient handicapé. La famille de son mari me dit, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on n'a pas ça. L'enfant qui se portait bien, qui marchait bien, et tout d'un coup, devient handicapé. Et l'enfant ne mangeait pas. L'enfant ne mangeait que des spaghettis et la sardine. Donc, soit ce genre d'histoire-là. Après quelques mois de maladie de l'enfant, son enfant a fini par rentrer là. Après, la famille de son mari l'a chassé. Elle est allée à Dolusie. Après, à un moment donné, non, on entend juste qu'elle est malade. Elle s'en rend compte qu'il ne faisait que grossir, jusqu'à ce que ça a pourri. Donc, elle a eu rendu là en 2023. 2023, fin 2023. Donc, c'est un peu ça, ma petite histoire que j'avais. Ça pour dire que, genre, on peut être chrétien, pas aller à l'église tout le temps, mais au fond, on est des sorciers et des sorcières. En tout cas, je vous dis, DMG, je priais, elle également, elle priait. Elle était fervente, elle allait tout le temps à l'église. Après, ce que j'avais vu, c'est durant l'année 2018-2019, je me dis non. En tout cas, je ne veux plus lui faire confiance. En tout cas, c'était de mes propres yeux, j'ai vu qu'elle s'était transformée. C'est là où je me suis rendu compte que non, les vampires, ils existent. En tout cas, ce visage, je peux jamais oublier le visage que j'avais vu
cette famille nulle. Donc, DMG, c'était tout. Et, j'espère que j'aurai le courage de revenir pour une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Hello DMG, hello la team, hello la famille, partagez, likez, commentez. Alors, je me suis rappelé d'une histoire qui nous est arrivée à la maison là-bas. Il y a une narratrice qui avait parlé de coq ici. Je me suis rappelé enfin, je ne sais pas si tu vas publier l'histoire, je ne sais pas si elle est mystique ou pas, mais je vais quand même la narrer. Il fut une fois mon grand frère que je vais nommer David. N'avait pas encore de travail, il était très jeune. Mon quartier était un quartier où tout le monde sortait. Même les mamans ne restaient pas à la maison, même ma maman sortait. Donc le quartier était vide, complètement vide. Mon frère était à la maison. Il est vrai qu'il avait déposé des dossiers pour un éventuel travail, mais bon, il attendait la suite. Bon, donc, pendant ce temps, il était à la maison. Bref, voilà ce qui se passe. On avait une dame là, chez qui on volait toujours. C'est-à-dire, elle va acheter une télé aujourd'hui. Je vous jure qu'une semaine ou quelques jours après, on va venir ramasser la télé là. On a volé ramasser là peut-être 5 ou 6 télés. Fatigué de dépenser de l'argent pour les télés, pour faire plaisir à ses enfants. Lassé de toujours recommencer. Elle allait consulter. Elle part consulter. Dans sa consultation, on lui dit que non, c'est un jeune. C'est un jeune. Il ne fout rien de sa vie. Son travail, c'est de ramasser les télés des gens. Quand il sait qu'il n'y a personne au quartier, parce que ton quartier, c'est un quartier où tout le monde sort. Même les papas travaillent encore. Donc, c'est du genre, tout le monde a les moyens de sa politique. Donc, c'est un jeune qui fait le travail. Là, n'ayant pas de travail, il se permet de venir ramasser la télé. Ce n'est pas qu'on a dit un jeune qui ne travaille pas. La mata vu mon frère. Elle a dit, laisse. Je connais là qui c'est. Il a dit, ok, d'accord. La fille vient chez nous. Ce jour-là, je me rappelle, j'étais dehors. Je faisais la cuisine. On était un samedi, je crois, un truc comme ça. Je faisais la cuisine avec ma mère. Ma mère, elle avait les animaux là à la maison. Elle avait ses poules, elle avait ses petits animaux, quoi. Des petits trucs, beaucoup plus la volaille. La dame vient. Elle dit à ma mère, je vais nommer ma mère peut-être Pascaline. Pascaline, tu as un coq là? Ma mère dit non, j'ai pas de coq. Je n'ai que des poules. Avec la saison pluvieuse, mes coqs sont tous morts. Donc mes poules là font des enfants avec les coqs des voisins. Sinon, elles ont des enfants là. Les enfants là sont encore, c'était les poussins. Et tu peux prendre un poussin, tu peux élever, ça devient le coq. Elle dit non, je veux un coq. Et moi, je n'ai pas de coq. Mais prends la poule. Elle dit je ne veux pas la poule, je veux le coq. Non, j'ai besoin d'un coq, je n'ai pas besoin d'une poule. Elle s'était placée à la colline là-bas, elle n'était même pas arrivée. J'ai besoin d'une poule. Elle m'a dit que, pardon, j'ai besoin de coq. Elle m'a dit que je n'ai pas de coq. Elle dit, ouais. Donc, tu dis vrai que tu n'as pas de coq là. J'ai dit, j'ai pas de coq, maman. J'ai pas de coq. Je vais te donner. Ma mère a dit, tout gentil, c'est sa voisine. C'est une femme qu'elle apprécie. Elle apprécie de ce quoi la dame vendait au marché. C'était une dame chez qui on achetait les choses. J'ai dit, j'ai pas de coq. Je t'ai dit que je n'ai que des poules. Mes coqs, la pluie, vous savez, quand il pleut trop là, certains animaux meurent. Surtout la volaille. Elle dit que tous mes coqs, j'avais 3 coqs, les 3 coqs sont morts. Même mes poules même sont mortes. Donc, il me reste peut-être 3 poules là seulement. Sont-elles, j'attends qu'elles fassent que leur grandeur, pardon, que j'attends que leurs poussins grandissent pour que je vois même si j'ai pas un coq là-dedans. Sinon, mais à part ça, des poussins là, j'ai remarqué, tu sais, des poussins parfois, ils n'étaient pas encore, ils étaient plus jaunes, ils poussaient déjà des ailes là. Le plumage sortait déjà. Il dit que non, là, je vois que parmi eux, là, il y a des coqs là. Tu peux prendre un là, tu peux élever. Il dit que non, elle veut un coq déjà, un coq jeune. Ma mère dit que je n'ai pas de coq. Elle dit, oh, ouais, comment tu n'as pas de coq? Comment tu n'as pas de coq? Elle me dit, j'ai pas de coq, c'est quoi? C'est trop urgent. Tu es au marché, non, achète un coq. Là-bas, tu es trop urgent, tu achètes un coq. Elle dit, non, 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 je voulais un coq, que tu me donnes un coq. Tu sais qu'elle n'est pas l'argent, donc si je prends un coq là, chez toi là, ça sera plus facile. J'ai cru que, bon, comme tu es mon ami et tout, elle dit, non, elle me dit, non, j'ai pas de coq. Voilà qu'un jour, dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Le salopard a encore venu ramasser la télé de la matin là.
Malheureusement pour lui, la voisine d'en face, son neveu était venu. 2 de ses neveux étaient venus, sont des jumeaux. Ils ont vécu là, mais ils sont partis pour le travail dans une autre ville. Donc, ils sont venus voir leurs grands-parents, leurs tantes. En fait, c'était la maison familiale. Ils ne savaient pas que, le salopard ne savait pas qu'il y avait des gens là. Il est revenu refaire sa besogne. Ce jour, il avait apporté la télé. Donc, le gars marchait, il savait qu'il n'y a personne dans le quartier. Il est ressorti par la voie principale. On avait déjà dit aux jumeaux que, comme vous voyez comme ça, la maman, si elle souffre trop, on est toujours en train de voler ses télés. Les gars, donc, il y a un là, il était dehors. Olivier, il vient dehors, il commence à se ventiler. Il voit un gars qui passe avec une télé. La veille, quand il est arrivé, il est allé chez la dame regardait la télé. Il dit, mais attends un peu. On me dit qu'on vole toujours la télé. Si ça ressemble à voir la télé de la matin, là, quand je suis allé là-bas hier. Et oh, petit, tu pars où avec la télé là? C'est ta télé. Il dit, non, j'habite ici, nouveau quartier. Je suis nouveau quartier, je m'en vais arranger notre télé. Il dit que non, tu n'es pas nouveau. Ici, là, dans ce quartier, nous avons tous, donc je connais tout le monde. Malheureusement, pour toi, j'ai grandi ici. Je connais que sur cette parcelle, toutes les parcelles qui sont ici, ce sont des propriétaires, il n'y a pas de locataires. Si toi, je ne te connais pas, tu habites où? Tous ceux qui vivent ici, là, tout le tronçon ici, ce sont des propriétaires. Il n'y a pas de locataires ici. Il n'y a aucune maison en location partout. Et c'est vrai, tout ce tronçon, c'est la maison de tel, la maison de tel. Et donc, ce sont les mêmes habitants. Même si tu reviens après 10 ans, ce sont les mêmes habitants qui sont là. Tu sors d'où avec la télé là? Ah non, je sors, j'ai pour le raccourci. Il dit non, tu vas me dire où tu sors avec la télé. Là, je ne te connais pas. Même ceux qui habitent au fond là-bas, je les connais. Mes amis habitent. Toi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu sors d'où avec la télé là? Quand le gars a crié au voleur, oh. J'ai vu les gens sortir. Donc, c'est même pas que le quartier était vide. Il y avait toujours les derniers remparts là dans les maisons qui restent quand même là. C'était déjà qui restent quand même là, un peu là. Donc, et les mototaximans qui s'arrêtaient, et les passants qui s'arrêtaient, et. Tu vois, il dit que non, non, il est venu prendre la télé chez la dame là. On dit, c'est toi qui as l'habitude de voler. Il dit que oui, c'est moi qui ai l'habitude de voler. Je sais quand est-ce qu'elle achète la télé, parce que où elle achète la télé, c'est pas, je suis là à côté, je viens souvent rester dans la boutique là. Hey, donc je sais quand est-ce qu'elle achète la télé, je connais, on m'a dit qu'elle vit comme ça, donc c'est moi qui ai l'habitude, on avait tapé ce gars. Voilà que mon frère aussi, on dit qu'on a arrêté le voleur là-bas chez tel. Hein? On a arrêté, il prend la latte, il dit qu'il va taper, il dit que oui, parce que j'avais suivi ici que ça murmurait que c'est moi qui prenais les choses ici, parce que c'était le seul jeune qui restait au quartier. Ma tante qui lui dit qu'il va déposer ça chez nous, ne tue pas. Va reposer ça là-bas très vite. Dépose. Voilà qu'on a tabassé le gars. Au fini, c'est la gendarmerie qui est venue aider le gars. Une semaine après, vous connaissez les mamans avec le Congo, ça. Il y a une dame là-bas qui quitte là-bas. Pascalino, elle vient voir ma mère. Pascalino. Ah, vraiment, l'histoire, c'est mes pèse. Est-ce que tu sais que le gars qu'on a tapé là, on a failli tuer ici au quartier la dernière fois. Tu as sauvé ton fils. Elle me dit que, mais attends un peu. Sauver mon fils, comment? Il a sauvé ton fils parce que la femme s'est racontait partout ici que c'est ton fils qui est le voleur du quartier. Elle dit comment? Elle me dit que, elle dit non, elle ne peut pas faire ça. Elle dit la preuve. Elle t'avait demandé un coq, non? Elle dit oui. Tu crois que le coq là, elle insistait sur le coq, c'était pourquoi? Elle dit moi je sais. Le coq là, elle était allée consulter. On a dit que c'est un jeune qui prend. Elle n'a même pas voulu continuer la consultation. Elle a raconté ici partout que c'est ton fils qui voulait. Donc le coq là, c'était pour lui tuer ton fils. Si tu donnais le coq, parce qu'elle ne peut pas venir prendre d'elle-même, il faut que tu donnes. Tu dis que tu donnes la permission. Tu prends toi-même ton fils. Ça veut dire que même si tu partais faire retour à l'envoyeur, ça n'allait pas prendre. Parce que tu as pris de tes mains, tu as donné ton fils. Ça devait être que c'est toi qui livres ton fils. Donc, elle voulait que tu prennes un coq de ta main, un coq jeune, tu lui donnes de ta main. Elle voulait aller tuer ton coudon. Elle devait rentrer chez son marabout, on l'égorgeait ça. Tu devais revenir si tu entends que ton fils est mort. Donc, c'est elle qui a tué ton fils. Elle dit, ah bon? Elle dit que oui. Donc, le fait qu'on ait arrêté le jeune homme là, a sauvé ton fils. Elle devait attendre que ton poussin que tu as présenté la dernière fois là, devait grandir. Elle revenait te demander que donne-moi le coq. Tu devais donner le coq. Elle devait tuer ton fils. Ma
mère met les mains sur le cœur. Elle dit, quoi? Je vais aller. Elle dit, non, 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 non. Calme-toi. Je suis seulement venue te dire que tu connais derrière qui peut être ton ennemi dans ce quartier. Tu restes tranquille. Il faut l'éviter parce que cette dame est capable de tuer l'un de tes enfants. Elle dit que, mais toi qui viens me dire ça là maintenant, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Elle dit, maman, je voulais te dire. C'est la façon qu'elle parlait, moi, mais j'étais convaincue que c'est ton fils qui voulait. J'étais convaincue. Tant le pauvre garçon ne fait rien, il n'a jamais pris la chose de quelqu'un ainsi. Maman a arrêté le cœur comme ça. Juste aujourd'hui, elle ne parle pas chez cette dame. Elle dit bonjour, bonsoir. Jamais qu'elle partait pas trop. Même aller dans son truc, dans le magasin pour aller acheter les choses, elle ne parle jamais là-bas. Elle ne parle plus jamais. Jamais la couper les ponts comme ça. Heureusement pour mon frère, une semaine après, il a eu son travail, il est parti, il a même quitté le quartier. Donc, l'histoire de coq là, je vous raconte cette histoire parce qu'il faut faire attention. Quand quelqu'un vient vous demander un animal, l'animal souvent, tu ne sais pas où il est parti, où il est entré. L'animal souvent représente un membre de ta famille. Ne donnez plus les animaux n'importe comment à qui que ce soit, n'importe où. S'il vous plaît. Les animaux que vous voyez là, on peut vous tuer à cause de ton animal que tu élèves chez toi. Le coq, les chèvres. Faites attention. Faites attention. On veut le coq. Tu ne connais pas où on vend le coq. Tu ne connais pas. Tu es pauvre que qui. Tu ne connais pas. Tu demandes le coq. La dame là, moi, avec l'argent, on dit j'ai essuyé mes pieds. Même ses enfants ne saluent plus. Tu voulais tuer mon frère. Tu es malade. On fait attention. On ne vous demande plus les animaux, les bols, les coqs, les poules, n'importe comment. Celui qui veut la poule l'achète. Celui qui veut la poule, il y a le marché là-bas. Allez acheter ça là-bas. Achetez ça là-bas. On ne vous demande plus les animaux n'importe comment. Le bon cœur qui nous tue. Le bon cœur de la dame là, ma mère, elle devait pleurer son fils juste aujourd'hui. Anyway, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous les auditeurs de la chaîne du Réveil des Consciences. Je viens encore ce soir déposer une autre petite histoire, une histoire que j'ai vécue personnellement. Mais avant d'y aller, j'aimerais faire une suggestion, une exhortation, quoi. Voilà. Peut-être c'est pas mon rôle, mais je me suis dit, comme on est en famille, pourquoi pas. Alors j'aimerais dire seulement que vraiment, nous les narrateurs, essayons d'être un peu audibles, un peu plus audibles. C'est-à-dire, pendant qu'on narre nos histoires, essayons de parler un peu fort parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui parlent très doucement. Je sais que c'est pas facile de monter et de raconter son histoire, surtout quand on n'est pas habitué la première fois. Il y a cette trouille-là, c'est vrai. Mais essayons d'être un peu plus audibles. À un moment donné, je me cru que c'était peut-être mon téléphone, mon volume qui était bas, mais c'est pas le cas parce que quand une histoire passe et que la personne est en train de parler très très bas, on a à peine, on suit à peine ce qu'elle dit. Mais par après, la seconde histoire, le ton est plus élevé, c'est fort. Là, je me suis rendu compte que non, c'est pas mon téléphone, c'est plutôt les narrateurs qui sont pas très, très audibles. Donc, essayons de parler un peu plus fort, que ce soit fluide, la conversation soit fluide, l'écoute soit fluide. Voilà. Après que je dis ça, je vais inviter tout le monde à liker, à partager, et au nouveau, ceux qui tombent encore sur la chaîne, à s'abonner. Voilà, surtout faites des commentaires, laissez toujours quelque chose en commentaire, soit une appréciation, quoi que ce soit un emoji, quelque chose pour signifier que l'histoire a quand même été écoutée, parce que ça fait toujours plaisir de savoir que son histoire a été commentée. Mais aussi, soyons un peu très indulgents et très polis, très respectueux dans les commentaires, je vous en prie. Alors, je vais donc à mon histoire. Alors, mon histoire se passe encore dans la ville de Bafoussam. Bafoussam où j'ai passé une partie de ma jeunesse. Très bien. Alors j'étais à Bafoussam. Je fréquentais une école technique, un collège d'enseignement secondaire. Je crois que je faisais en classe de seconde. C'est là plusieurs années déjà aujourd'hui. Je faisais la classe de seconde. Très bien. Alors, j'avais pour camarade de classe deux garçons. Je vais dire quand j'étais camarade de classe, des amis en fait avec qui je papotais le plus, deux garçons, je vais nommer l'un Salifou
Salifou, parce qu'il était de la zone du Noun. Et l'autre, je vais nommer Georges. Georges. Salifou et Georges étaient des amis de longue date, des amis intimes, des amis même avant que nous soyons en classe ensemble. Étaient des amis, en fait. On s'entendait beaucoup. Alors, dans la classe de seconde, voilà Salifou qui me déclare sa flamme. En fait, il est amoureux de moi et il me déclare sa flamme. Moi, je dis non. Je dis non, je ne veux pas. Je n'aimerais pas sortir avec un camarade de classe. J'aimerais qu'on reste comme ça, des amis, des bons camarades et tout. Bref, parce qu'entre-temps, du moins, pendant le premier trimestre que nous avons commencé à fréquenter, à faire des cours, on allait souvent à la cantine. Ce Salifou avait toujours de l'argent avec lui. Il avait toujours beaucoup d'argent. Il avait toujours beaucoup d'argent. Il nous achetait il nous achetait du pain à la pause. Bref, il assurait nos pauses, quoi. Il assurait nos pauses. On était un couple de 3. On marchait beaucoup plus ensemble et toujours comme ça. Il avait beaucoup d'argent. Il était très friqué. Bon, les camarades de classe, ça nous arrangeait. Et puis, bref, quand il m'a déclaré sa flamme, j'ai dit non, je veux pas qu'on sorte ensemble. Je veux qu'on reste des camarades de classe et tout. Il a essayé d'insister. J'ai dit non. J'étais réticente. J'ai dit non, je veux pas. Alors voilà, le premier trimestre, ça n'est allé, c'est pas passé. Et puis on allait en congé du premier trimestre en fait. Congé de Noël, premier trimestre. Salifou est parti. Salifou avait l'habitude de partir dans son village là-bas à Fumban, là où il était en fait un commerçant. En fait, c'était un commerçant, c'était un sculpteur. Sa famille et son papa et sa famille, c'était une famille de sculpteurs. Son papa faisait des masques, et puis il vendait ça aux expatriés. C'est pour ça qu'il avait beaucoup d'argent en fait. Il nous avait dit même que non, il s'en va comme ça. Il y a des expatriés qui arrivent en décembre, là, ils vont vendre les masques, il va aider son papa dans la sculpture, il faut qu'il parte. Ce qui fait que parfois même, il s'en allait le week-end là-bas, il revenait le dimanche seulement pour les classes, parce qu'il partait aider son papa. Bref, il est allé, étant en congé de Noël, le premier trimestre, on n'a plus de contact, on est à la maison, chacun. Un matin, donc, on sonne à ma barrière. Quand je sors, je vois Georges devant ma porte, ma barrière. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que toi tu fais là? Où vas-tu? Comme ça et comme ça. Il me dit, non, je passais par là et puis je passais par là parce que ma maison était sur le chemin, un chemin en fait, au bord de la route. Non, je passais par là, j'allais dans le quartier de l'autre côté là-bas et puis en rentrant, je me suis dit, je m'arrête, je suis chez toi pour te saluer. Il dit, ok, d'accord, c'est gentil, tu peux entrer. Il me dit, non, je ne vais pas entrer, toi plutôt, je t'ai vu, je t'ai salué, bon, c'est bon. Bon, comment tu vas et tout. Il dit, non, ça va très bien. Il dit, mais est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux me laisser là, juste devant, et puis que j'arrive au goudron et que je prenne mon taxi. Il dit, sans problème, je t'accompagne. Voilà, je l'accompagne sur le chemin. Il me dit, tu sais, en fait, je venais chez toi. Je venais précisément chez toi. Je venais te voir parce que j'ai un message pour toi. Il dit, ah bon, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Délivre-le-moi. Il dit, ok, c'est Salifou qui m'envoie vers toi. Il dit, ok. Qu'est-ce qu'il dit Salifou? Il dit, voici, je t'apporte un paquet et une lettre. La lettre et le paquet, ça vient de Salifou. Il m'a envoyé ça, il m'a demandé de venir te remettre, c'est pour toi. Il dit, ok. Donc, je tends la main, il dit, donne-moi la lettre, donne-moi mon paquet. Il me dit, non, je suis désolée, c'est pour toi, mais je ne vais pas te donner. Je ne vais pas te donner, je veux te montrer, mais je ne vais pas te donner. Il dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas mon paquet? Voilà. Je dis, non. Je suis désolée, ma belle, mais si je te donne cette lettre, je te donne ce paquet, tu vas suivre Salifou où qu'il aille. Cette lettre a été travaillée pour toi. Elle a été travaillée pour toi au point où si tu la lis, que tu montes, que tu descendes, tu vas suivre Salifou où il ira. Je dis, tiens, je commence à avoir peur. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dans le paquet, qu'est-ce qu'il y a? Il ouvre le paquet, c'était des sculptures, parce qu'il sait bien que je mets aussi des trucs de sculpture. J'avais même mon porte-clés qui était déjà sculpté de bois.
Le bois, c'était une prune qui était une porte-clés, ce qui fait que ça, il faut savoir que je mets des trucs d'art, des objets d'art. Donc, dans mon paquet, c'était des boucles d'oreilles en forme d'Afrique sculptées avec du bois d'ébène. Vous connaissez le bois d'ébène? Ceux qui connaissent le bois d'ébène, c'est un bois très cher. Il est noir, il pèse. C'était du vrai bois d'ébène. Il y avait des boucles d'oreilles en forme d'Afrique, très jolies, et puis un bracelet très joli sculpté là, et puis un porte-clés aussi. Tout ça en bois d'ébène. Je t'assure, DMG, c'est beaucoup d'argent. Parce que je connais la valeur, c'est après je connais la valeur du bois d'ébène. C'est assez cher. Bref, il me dit voilà, ça c'est pour toi. Et la lettre aussi. Dans la lettre, il y avait un billet de 10 000 francs. Et puis la lettre. Parce qu'il m'a fait comprendre que dans la lettre, il y avait un billet de 10 000 francs. Il a regardé, il dit voilà, un billet de 10 000 francs dans la lettre, mais je ne te donne pas. Et je me dis, là j'ai peur. Je commence à avoir peur. Il dit non, tiens, n'aie pas peur. Tu n'as pas touché, tu n'as pas lu. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. J'ai demandé à Salifou de laisser tomber l'affaire parce que tu n'es pas d'accord. Il ne faut pas qu'il te force à sortir avec lui. C'est pas normal qu'on sorte, mais il a insisté, a dit que quand monte, descende, il va t'avoir avec lui. Tu seras avec lui. Qu'il monte, qu'on descende. Je lui ai dit, bon, tiens, d'accord, merci. Je le regarde. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu me dis ça? C'est ton ami? Il dit, oui, c'est mon ami, c'est vrai. Mais toi, tu es une personne bien, tu es une fille bien, tu es une fille gentille. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. S'il faille que tu sois avec Salifou, il faille que ce soit dans la norme, dans la nature de normalement. Écoute, moi, chez nous, je dis, mais comment tu as fait pour savoir qu'il a travaillé la lettre? Est-ce que tu n'es pas en train de vouloir? Peut-être, il dit, mais non, 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 je suis désolée. C'est pas question de 10 000 francs, c'est pas question de paquet. Par contre, le paquet, les bijoux, tu peux bien le prendre, hein, si tu prends, mais il faut que tu prennes, tu peux prendre ça et mais donner à quelqu'un d'autre. Ça, je te mens pas. Je te conseille pas de porter même, en fait. Mais c'est t'assure, tu lis cette lettre et tu consommes cet argent, tu vas suivre Salifou. Tu vas fuguer chez vous, tu vas le suivre, il va t'emmener là où il veut. Il faudra de toi ce qu'il veut. Il me dit, chez nous, lui, il est d'une cam, dans le littoral là-bas. Il y a une tribu là-bas qui est très forte apparemment dans ces histoires de mysticisme. Il dit chez nous, c'est très fréquent, les charmes et consorts. Moi, je ne vais pas te dire comment est-ce que je suis debout, mais je dis que c'est ça. Parce que Salif ne m'a pas caché. Il ne m'a pas caché, il m'a dit, il a fait cette lettre pour toi. Et puis après ça, toi, tu vas le suivre. Je dis, ok, d'accord, merci. Je ne vais pas prendre la lettre. Il dit, tiens, oui, laisse-moi, je vais garder tout ça. Je vais garder tout ça avec moi, mais seulement lorsque tu le verras et quand il rentrera, s'il te demande, il te pose la question si tu as reçu ton paquet, dis oui. Dis-le oui, tu as tout reçu en bonne et due forme, et puis il n'y a pas de problème. Et puis, sache désormais que c'est comme ça, et puis essaie d'éviter désormais ce qu'il va te donner, évite. Ce qu'il va même en termes d'argent et consort, évite de consommer quoi que ce soit venant de lui. Tu vas voir, et puis tu restes tranquille. Fais semblant d'avoir reçu le paquet, d'accord? Tu dis, d'accord. Je suis très, 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 très touchée. Parce que tu me dis, je suis très reconnaissante. Éternellement, je suis très reconnaissante. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on reste de bons amis. Alors, il est parti avec le paquet. Je suis rentrée, toute tremblante, toute tremblante. Je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Bref, le retour des classes, c'était quelques temps après. Les congés de Noël, c'est pas souvent long. C'était quelques temps après. On est revenu en classe. Salifou est revenu. Le premier jour qu'on se retrouve à l'école, il arrive vers moi, là, il est tout confiant. Il vient me tendre la main. J'avais même de la peine à tendre la main. J'ai quand même tendu la main. C'était très flagrant de ne pas me tendre la main. Georges était aussi là. Il me regardait et puis on se fait des signes. Je le regarde, il me regarde et on se fait des signes. Comme quoi il me dit, il fait semblant. Comme je te dis, il fait semblant. Il dit, ok. Il me fait des clins d'œil là, il fait semblant. Il dit, ok. Il me salue, Salifou me salue, il est tout souriant. Il sourit jusqu'aux oreilles. Il est souriant. Comment tu vas? Il dit, non, je vais bien comme ça. Ok, est-ce que tu as vu, j'étais pas joignable, c'est vrai, c'est longtemps, mais je t'ai quand même fait signe. Est-ce que tu as vu mon paquet et consort? Il dit, oui, bien, bon. Merci, j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup. Surtout les boucles d'oreilles, c'était si joli, mon bracelet, vraiment. Et j'ai même eu à discuter ça
avec ma tante qui me l'a arraché. Elle m'a carrément arraché ça. Elle m'a dit qu'elle va d'abord porter. Et puis, si je vais après et qu'on soit, elle a même voulu que je lui vende ça absolument. Il m'a dit non, 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 c'était pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Il ne faut pas le dans ta tante, c'est pour toi. Moi, c'est pour toi que j'ai fait ça. C'est pour toi que j'ai fabriqué ça personnellement. Et puis, j'y ai mis du cœur et de l'attention et qu'on sort. Il ne faut pas donner à ta tante. Il dit, ok, je vais reprendre à ma tante. Il m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses et qu'on sort. J'ai dit non, vraiment, j'ai reçu ta lettre, je l'ai lu. Et puis, l'agent aussi m'a beaucoup aidé parce que les faits étaient vraiment foirés. Mais souvent, comme je t'ai dit, je veux pas, je sais que tu m'as déclaré encore ta flamme dans ta lettre, mais je te dis, je veux pas sortir avec toi parce que pour moi, je préfère qu'on reste de bons amis, comme des frères et qu'on sort. Il me regarde. Il me regarde. Je vois comment il regarde Georges parce que Georges était à côté. Georges, n'était pas caché qu'il me faisait la cour. Il ne cachait pas Georges. Et puis, quand il regarde Georges, Georges fait un quart de tour, il tourne, il s'en va, il s'éloigne. Il me laisse tous les deux. Alors moi, je suis là tremblante et je ne sais pas ce qui va se passer, ce qu'il va me dire d'autre. Il me dit, mais écoute, moi, j'insiste et je veux qu'on va vraiment ensemble. Je t'aime vraiment, je veux faire de toi mon épouse. Et quand on sort, il dit, ok, je vais voir, je vais y réfléchir. Je vais continuer à y réfléchir, je vais voir. Il dit, ok. Donc, on continue les classes. Entre-temps, de temps en temps, à la cantine, toujours à la pause, ma mère vient manger et qu'on sort. Et puis, j'étais déjà très sceptique, très réticente. Je savais que je n'avais plus droit de prendre quoi que ce soit venant de lui. On va à la cantine. Ce jour-là, en fait, il me dit, prends ce que tu veux et qu'on sort. Moi, j'ai de l'argent parce que j'ai eu à vendre des masques et qu'on sort. Il dit, non, vraiment, je ne vais pas manger, je ne vais pas prendre, je ne veux pas manger et qu'on sort. Je ne vais pas, j'ai déjà mangé. Et puis, il dit, non, prends quelque chose, prends quelque chose. Je prends un paquet de caramel. Je suis avec le caramel. Il me dit, mais on cause, tout était rien. Il me dit, tu ne manges pas ton caramel. Je dis, je vais grignoter ça pendant des coups parce qu'il y a un coup là qui arrive. Le cours là qui arrive bientôt. Moi, je dors souvent, je vais grignoter ça pendant les cours en classe. On a causé à pause, on est rentré en classe. Alors, au cours de la semaine, il était toujours en train d'essayer de me acheter quelque chose à manger. Et moi, j'avais de la peine à éviter. Il essayait de toute façon de me mettre quelque chose sous la main, sous la dent. J'avais de la peine, il m'a dit bonjour et consort. J'étais très réticente. Alors, il s'est arrêté, il n'a plus continué. Et le week-end qui suivait, le week-end exactement qui suivait, il a voyagé encore. Il a dit qu'il allait au village, encore dans son village, comme il avait souvent l'habitude de partir les week-ends avant de revenir le dimanche. Il est allé, il est resté là-bas. Étant là-bas, il appelle Georges. Il demande à Georges de revenir, de reprendre le paquet qu'il m'avait donné. Parce que Georges vient me dire à la maison que voilà, Salifou m'a demandé de reprendre le paquet que je t'avais donné, de reprendre ça et de le lui remettre. Je lui ai dit que, mais comment ça, est-ce que tu peux faire une chose pareille? Il dit non, je veux pas, il faut que tu reprennes. Et puis, en fait, reste tranquille. Il me dit, reste tranquille, ne bouge pas, reste tranquille, ne fais rien, ne dis rien. Et puis, je vais savoir comment lui répondre. En fait, le paquet, en fait, était resté avec Georges. C'était pas avec moi. Les bijoux étaient restés avec Georges, c'était pas avec moi. Il m'a juste fait ce signalement. Alors, lundi, quand Salifou est revenu, et puis il me voit, il vient vers moi, il est très timide et qu'on sort. Je lui ai dit, mais comment est-ce que toi, tu as demandé encore à Georges de reprendre les bijoux et de te remettre? Il me dit non, c'est parce que il était un peu fâché quand je lui ai fait comprendre que les bijoux étaient à ma tante et que c'était pas moi qui les portait. Et puis ça l'a fâché et qu'on sort, c'est rien, qu'on sort. Bref, en fait, c'est passé, c'est passé. Voilà, je t'ai encore apporté d'autres bijoux et qu'on sort. L'autre, il passe à ta tante, ça va. Voilà, je t'ai encore apporté d'autres bijoux. Il me montre encore d'autres bracelets. D'autres bracelets. Il me dit, tiens, ça c'est pour toi. Et vraiment, ne donne plus ça à quelqu'un, c'est pour toi vraiment. J'ai mis beaucoup d'attention à fabriquer ça et puis c'est pas rien. Il ne faut plus donner à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on te prenne ça. Il dit merci. J'ai pris le plastique, le paquet. J'ai arrêté en main. Je ne pouvais pas me défiler. C'était devant moi. C'était là, dans la cour. Et j'ai pris le paquet.
Et c'est là, maintenant, c'est quand Georges arrive, parce que là, c'était à l'absence de Georges. Georges, quand j'ai vu Georges et qu'il est arrivé, j'ai dit à Georges, voilà le paquet qu'il m'a encore remis. Et il m'a dit que je ne donne plus à quelqu'un, que je dois garder pour moi. Georges me dit, ah d'accord, remets-le-moi encore. J'ai remis à Georges. Mais en fait, avant même que Georges me dise, remets-moi, j'avais même déjà tendu la main, tiens, je ne veux pas de son paquet. Garde encore avec toi. Georges a pris le paquet, il a gardé avec lui. Alors, la semaine est passée. Il me dit, quand le lendemain, il dit, mais pourquoi tu ne mets pas tes bracelets comme ça? Je dis, mais je ne peux pas mettre ça pour venir en classe. On va m'arracher ça. Je mets ça pour sortir le dimanche. Je mets ça pour sortir mes sorties. Je ne veux pas mettre ça comme ça n'importe comment. Il dit, tiens. Alors, il se rend compte que rien ne change. Il essaie encore de me faire encore des avances. Vous savez, vous voyez comme les garçons, quoi. Des petits câlins quand ça. Non, non, rien n'est changé. Toujours réfractaire à ces avances et quand ça. Alors, quand il est parti, c'est la fin du deuxième trimestre approchait déjà. Le deuxième trimestre approchait, les congés de Pâques approchaient déjà. Il a voyagé. Cette fois-là, il est parti. Et puis, il n'est pas revenu. Jusqu'à ce qu'on rentre des classes, Salifou n'est pas revenu. Salifou n'est pas revenu en classe. Il est resté jusqu'à ce que la fin d'année, en fait, on n'a plus vu Salifou. Salifou n'est pas revenu. C'est Georges qui me dit non, bon, il a préféré rester. Et il lui a fait comprendre qu'il est resté au village, il va composer, il va seulement venir en fin d'année, il va composer par après, qu'on sort. Bref, c'était d'abord un enfant, un élève missionnaire. Il n'est donc pas revenu en classe. Voilà donc, j'ai dit à Georges, vraiment, tu m'as sauvé d'une histoire terrible parce que je ne sais pas où je serais aujourd'hui si j'avais accepté, si tu ne m'avais pas ouvert des yeux et si tu ne m'avais pas averti de cela. C'était un charme, c'était carrément un charme. La lettre était carrément un charme. Georges me dit, si tu veux, même comme il est parti, si jamais aujourd'hui, après que le temps soit passé, je te donne cette lettre et que tu la lises seulement, tu vas le suivre. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte que ça n'a pas marché et qu'on sort. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans la tête. Peut-être qu'il s'est dit ça, je n'ai pas pu la voir. Peut-être que j'ai été blindée. Pourtant, non. J'ai juste été avisée par mon ami Georges. Alors, moi, je passe par là pour attirer l'attention d'une ou deux personnes. Vraiment, soyons très, très, très prudents. Très prudents, même avec les camarades de classe. Soyons très prudents. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, j'ai ma fille. J'ai ma fille, elle était déjà 18 ans et plus. Même avant même qu'elle ait 18 ans et qu'on sort, lorsqu'on lui donne même un cadeau d'anniversaire, je dis prie dessus. Je lui demande de m'apporter toujours tout ce qu'on lui donne comme cadeau. De me montrer. Et soyez très vigilants, vous les parents. Demandez, causez beaucoup avec vos enfants. Causez beaucoup avec les enfants qu'ils ne puissent pas consommer, que ce soit un franc venant de quelqu'un du dehors, sans vous avoir avisé, vous, son parent. Même si c'est un membre de la famille qui donne cet argent, ou ce paquet, ou ce colis, ou ce présent. Je dis donc à même à ma fille, lorsqu'on lui donne le cadeau d'anniversaire et qu'on sort, je lui dis non, apporte d'abord, on va prier dessus. Récemment, on lui a offert pour son cadeau d'anniversaire, c'est 18 ans, un camarade de classe lui a offert une montre et bracelets, des beaux trucs là. Des camarades de filles aussi ont fait des choses, des garçons ont fait des choses. Elle est venue, elle me les a présentées. Je dis, dépose, on va prier. On a fait une prière dessus. On me dit, ah maman, toi aussi c'est mon anniversaire quand même. Elle dit, non, 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 non. Attention, je ne peux pas avoir traversé une situation et je laisse mon enfant tomber dans la même situation. Non, 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 je suis désolée. Une prière, vraiment, c'est bien. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Et puis, c'est pas comme si c'est anodin. C'est pas anodin. Fais très attention, c'est pas anodin. Ne dis pas que tu es en train de faire quoi. Fais la prière dessus. Puisque moi, je suis chrétienne, nous avons fait notre Père, nous avons prié, invoqué le sang du Saint-Esprit. Et lavé ce bijou par le sang du Saint-Esprit. Et puis, par le sang de Jésus, en fait. Et puis, tu vas porter le bijou. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis donc, à tous nos parents, à tous les parents, et même les autres, même les enfants, franchement, quand on vous recevez quelque chose, faites votre prière. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne connaissez pas l'intention avec laquelle on est en train de vous remettre ça. Le monsieur, ça lui faut avec travailler la lettre pour moi. Que je l'aurais même touché peut-être.
je l'aurais suivi. Que je l'aurais même sûrement touché ou lu, peut-être je l'aurais suivi. Euh, n'eût été la franchise de Georges, qui était notre camarade de classe, je serais peut-être loin aujourd'hui. Peut-être, je sais pas où je serais aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours remercié Georges. De temps en temps, c'est vrai, j'ai perdu sa trace, mais je cherche toujours. On dit le bien est bien. Quand quelqu'un t'a fait du bien, n'oublie pas. Je cherche encore aujourd'hui à savoir où se trouve Georges, qui m'a sauvé la vie, en fait, en quelque sorte. Alors, voilà, c'était mon histoire. J'attends les commentaires, likez, partagez et merci à tous ceux qui m'ont écouté. Ok, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir, monsieur DMG, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté DMG. Bon, ça fait un bout, je suis quand même vos histoires et ça fait en sorte que chacun, lorsqu'il marche, qu'il fasse attention un peu là où il met les pieds, à l'entourage en fait. Bon, moi je viens dans le but de vous raconter une petite anecdote, surtout dans le but de sensibiliser. Parce que ça nous est arrivé, mais personne n'est vraiment tombé dans le piège en fait. En fait, c'est l'histoire d'un frère, moi. Il y a de cela peut-être 3 à 4 ans aujourd'hui. On faisait un peu on faisait encore le dehors en fait. Les fêtes, les bringues, le désordre et tout et tout. Et un soir, on se retrouve dans un snack. Si je peux dire l'un des plus grands snacks de Bonhomme, c'est dit. Je ne vais pas donner les noms, je ne vais pas citer les noms. On était dans un snack, on bringuait et tout. À un moment donné, on est sorti pour prendre un peu d'air. Tous ensemble. On était au nombre de 3. On est sorti pour prendre un peu d'air. Et arrivé dehors, on tombe sur la scène d'un monsieur qui se fait agresser par des jeunes du coin là, en fait, pas très loin ici. On a remarqué quelques-uns parmi eux et tout. On tombe dans sur la scène, les petits l'ont agressé, ils ont pris son portefeuille, son téléphone et les clés de sa voiture. Nous maintenant connaissons les jeunes, on a essayé de demander au monsieur ce qui s'est passé. Bon, on a cru que c'était peut-être un règlement de compte, vous avez eu un souci et tout, non. Et c'est là où il nous dit que non, on vient plutôt de l'agresser et tout. Monsieur vestit, véhiculé, un véhicule, pas un simple véhicule, pas un simple véhicule quoi, un véhicule de classe. Nous maintenant, on se porte garant de retrouver les jeunes et l'aider à récupérer ces choses. Le plus important pour lui, c'est la clé de son véhicule et son téléphone. L'argent, il peut rester avec l'argent, le portefeuille et tout. On est allé, on a récupéré tout. Bon, comme avec la folie de ce mois-là, nous, on a retiré de l'argent à l'intérieur. On lui a remis le portefeuille avec ses cartes magnétiques. On lui a remis le portefeuille, le téléphone et la clé de la voiture. Et disant que ce sont les petits qui ont pris de l'argent en fait. Et ce soir-là, le monsieur sort sa carte de visite et remet à mon frère. Il dit à mon frère, dès que tu auras le temps, fais-moi signe. Mon frère aussi pris la carte, il l'a mis dans le portefeuille, dans sa poche en fait. Et on a continué notre soirée. Le monsieur a démarré sa voiture. Il est parti. 2 ou 3 jours après, je sais pas ce qu'il a pris mon ami, je sais pas, mon frère, on n'était pas ensemble. Il a appelé le monsieur. Il dit, oui, monsieur, c'est moi qui vous ai aidé dernièrement. Abonamous a dit, on vous a agressé comme ça.
Le monsieur dit ok, d'accord, oui, c'est bon. D'accord, on reste en contact. Le monsieur a dit qu'il avait certaines choses à faire, qu'il allait le recontacter. Ils ont coupé l'appel et tout. Après, 3 jours après, le monsieur le rappelle. Le monsieur lui donne rendez-vous à Bonamérique. Il lui dit viens, même si tu n'as pas le transport, viens. Votre geste m'a marqué et tout et tout. Viens, on va causer, on va prendre un petit pot et tout et tout. Mon ami y est allé, mon frère y est allé et bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'après ce qu'il nous raconte, le monsieur lui a proposé un boulot. Lui, maintenant, en ce moment-là, il n'avait pas d'activité. C'est comme ça qu'il tombe sous le charme de la proposition de boulot et tout. Il commence le boulot, peut-être une semaine après. Le monsieur faisait dans sérigraphie, impression 3D, tout, des trucs comme ça. Les agrandissements de photos et tout et tout. Il commence le travail chez le monsieur. Il fait 2 mois de boulot. Il a commencé, il était en tant que coursier. Coursier, on peut dire livreur si vous voulez dire. En fait, livreur. Maintenant, il était livreur de presque toute la structure. Il travaillait. Il a fait 2 mois, on le payait. Je ne sais pas trop combien on le payait. Et après les 2 mois de boulot, le monsieur lui propose une promotion en tant que son coursier personnel qui va s'occuper de ses courses personnelles et tout. Lui, tout joyeux, il accepte. Tout et tout. J'étais devenu un peu comme le bras droit du monsieur. Donc, quand le monsieur avait besoin de quelque chose, c'est lui qu'il commissionnait, tout et tout. Maintenant, un jour, on a eu 2, mon frère, on a eu 2. Et mon frère venant de commencer le boulot, 3 mois par là, il n'a pas eu le courage de demander la permission au monsieur pour voyager. Alors il s'est dit, bon, le 2, c'est juste le week-end, je vais rentrer. Je vais expliquer ce qui s'est passé en fait. On va dans le 2, on finit le 2, on rentre. Il retourne au boulot le lundi. Le monsieur lui demande, mais où tu étais, où et tout et tout. Il dit au monsieur, non, en fait, le problème c'est que j'ai eu 2, mais je n'ai pas pris la peine de vous prévenir et tout et tout. Pensant que ça allait peut-être énerver le monsieur, mais bien au contraire. Monsieur lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Il fallait me prévenir. Et là, je te donnais même un peu plus de temps pour pouvoir faire ton deuil et t'accompagner si possible. Avec ce membre de ta famille qui est mort, t'accompagner avec une modeste contribution et tout et tout. Et là où le pire arrive, c'est le monsieur lui dit, prends une semaine de repos et te reposes bien après, tu reviens. Lui, toujours, il part au quartier. On lui a donné un peu d'argent. Et bien, ce week-end-là, on est même sorti encore, on s'est amusé et tout et tout. Quand il revient dans la semaine qui suit, le monsieur l'appelle dans son bureau. Le monsieur lui dit, bon, c'est vrai que dernièrement, tu as voyagé. Ton départ ne m'a pas plu, dans le sens où si tu as un problème familial et tout, je suis ton patron, tu te dois de me mettre au courant, que je sache comment réagir et tout. Il dit au monsieur, il s'excuse en fait, il s'excuse. Le monsieur lui dit donc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que je vais te donner un carnet.
et tu vas noter les noms des personnes qui sont chères à toi en fait. Les noms des personnes qui sont chères à toi. Pour que si demain il y a quelque chose, il y a un problème, s'il arrive qu'il meurt, qu'on puisse prendre charge des obsèques et tout et tout. Ça a choqué mon ami, mais il n'a pas réagi. Et le monsieur a sorti le carnet, c'était un carnet rouge. Carnet rouge. Il a pris le carnet, oh monsieur, il est sorti avec le carnet. Monsieur l'a dit, tu finis de remplir, tu viens me remettre. En sortant, il a déposé le carnet sur la table à secrétaire et il est parti directement. Il est rentré, il nous a expliqué la situation. On a dit, mais c'est quel genre de boulot qu'on te donne un carnet rouge de noter le nom de tes proches au cas où ils décèdent ou qu'ils ont un problème, ils vont prendre charge de tout et tout. Nous, on a trouvé ça très louche, très très louche. Il a décidé de ne plus aller au boulot, de ne plus rentrer là-bas et tout. Le monsieur a commencé à l'appeler, 2 jours, 3 jours après, le monsieur a commencé à l'appeler. L'appeler, il ne prenait pas les appels, l'appeler, il ne prenait pas les appels. Un soir, le monsieur l'appelle, les enfants discutent, on est ensemble. Il me le parle, le monsieur lui dit, mais pourquoi tu viens pour au boulot, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Il dit, monsieur, non, j'ai eu un malaise, je ne me sens pas bien et tout. Mais le monsieur dit, mais tu as un malaise, depuis que je t'appelle, tu ne réagis pas. Tu es à quel niveau? Tu es hospitalisé ou tu es quoi? Je viens tout de suite. Il dit, non, il dit, oh, monsieur, non, ça va aller. C'est rien du tout. Je vais recommencer le boulot bientôt. Le lendemain, le monsieur l'appelle, il lui envoie 20 000 francs. Bon, si ça peut t'aider pour les médicaments et le mois de convalescence, bon, tout et tout. Maintenant, un soir, il dit au monsieur, est-ce que je peux recommencer le boulot demain? Le monsieur lui dit, oui, tu peux commencer le boulot demain, sans problème. Mais le carnet que je t'avais remis, tu l'as mis où? Est-ce que tu as déjà noté? Donc, le monsieur insiste sur le carnet. C'est là où on a compris qu'en fait, c'était autre chose qu'on voulait lui amener en fait. Lui amener à toute sa famille parce que comment vous te donner un carnet où tu vas noter les noms de tes proches pour que si il leur arrive malheur, que la société se porte garant d'organiser les obsèques. C'est là où on a compris que c'était une très grosse supercherie et que peut-être il allait entrer dans des choses pas très saines. Et nous, à l'époque, avec tout le désordre qu'on avait dans la tête, on a décidé d'organiser un petit règlement de compte à l'égard du monsieur et tout et tout. On l'a organisé un soir. Mon frère l'appelle, il lui dit, bon, le monsieur lui dit, je suis assis quelque part là, donc bon, je suis en train de prendre un pot et tout et tout. Si tu viens me retrouver là, on pourra plus parler et tout et tout et tout. On s'est levé en catastrophe, parce que 5, oui, je pense 5. On est allé et on a fait un gros vacarme, menacé le monsieur au point où il l'a seulement fui. Et là, on lui a dit qu'on aurait même dû le laisser le soir où les petits l'agressaient et tout et tout. Et nous sommes rentrés. 2 semaines après, le monsieur commence à envoyer des menaces. Et dans les menaces, il révèle en fait ce qu'il avait l'intention de faire en fait. Tu as la chance que tu n'as pas noté quelque chose dans ce carnet.
ce que tu aurais vu de quoi les hommes sont capables sur la terre. C'est que tous tes proches seraient morts actuellement. Et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, ça nous a scandalisés. Et Dieu merci, on a remercié l'Éternel. On a remercié l'Éternel un peu. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que même lui-même travaillant là-bas, il aurait pu perdre sa vie comme ça d'un moment à l'autre pour rien. Juste parce qu'on a essayé d'aider quelqu'un et on pensait qu'il a offert le boulot en guise de remerciement. Pourtant, il a vu ça sur un autre plan. Il a vu la proie facile qu'il allait amadouer et manger. Donc voilà un peu l'histoire. Désolé si j'ai été long. Et la morale dans l'histoire, c'est que ne jamais faire confiance facilement à quelqu'un. Parce que on ne sait jamais où ça nous mènera. Jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir, auditeur de DMG et narrateur. Bonjour, bonsoir, la team de DMG lui-même. Alors ici, je reviens ici pour raconter une histoire qui est arrivée à la tante de l'un de mes potes. Vraiment, mon pote, on se connaît depuis l'enfance. Je connais cette famille depuis mon enfance. Voilà, l'histoire c'est quoi? C'est que la tante de mon ami, l'histoire se passe au Cameroun, dans les régions de la Sanaga maritime. La tante de mon ami est institutrice. Voilà, elle a fait sa formation et tout, et tout, et tout. Vous savez, au Cameroun, c'est que quand quand tu es au début de ta carrière, là, on te lance là-bas dans les bas-fonds, là, dans les petits villages, là, où c'est la punition, ou c'est quoi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais on te jette là-bas dans un village où il y a à peine des salles de classe. C'est-à-dire, dans un village, tu sais que tu ne connais un village dont tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On te lance là-bas. Voilà donc la tante. C'est une femme, je la connais, elle est très gentille. On va l'appeler peut-être Tata Anne. La Tata Anne elle avait commencé ses petites vacations dans une ville un peu plus développée où il y avait la vie, il y avait tout. C'est même une ville, quoi. Après, quand vraiment elle a été intégrée, on a lancé d'abord dans le village. Quand elle part dans ce village, comme elle est maternelle, elle avait ses élèves, elle ne tapait jamais ses élèves, elle grondait, elle punissait. Quand elle vient dans ce village, les enfants viennent sans babouche, les enfants viennent avec les habits déchirés, les tenues sont déchirées, les trucs. Ok. La dame a dit que bon, il est préférable il faut que je fasse le petit moyen que les habits, la friperie coûte combien? 100 francs, 200, 50. Tant mieux quand j'ai un peu mon argent. Mes élèves, déjà qui sont pas nombreux, je peux de temps en temps leur acheter des petits présents, ça s'appelle comment, des habits, des chaussures, des chaussettes, comme il fait froid, des petits pulls, pour ils soient aussi comme des enfants de la ville, quoi. La dame, c'est ce qu'elle avait pour habitude de faire. Parfois, elle garde des fruits, des bonbons. Vraiment, la dame est gentille. Tata, elle est vraiment gentille. Jusqu'un jour, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade comme ça, d'abord, déjà, elle portait les lunettes. Bon, quand elle est tombée malade, c'est qu'elle avait un œil vraiment, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé à cet œil-là. Elle a consulté, on dit on le voit, enfin, c'est pas qu'on le voit, et on dit juste que l'œil est malade, il est plus affecté que l'autre, et tout, et tout. Elle dit, mais comment ça? Comment ça? Ça s'est détérioré à quel moment? Le docteur dit que moi, je saurais vous dire, hein. Je saurais vous dire, mais déjà, je vais vous faire des prescriptions et tout. Bon, il a même été dit on va opérer son œil. Ah, bon. Là, voilà, donc il faut encore qu'elle retourne dans son village donner cours. Elle arrive là-bas et dit à ses élèves que... Les élèves disent que, ouais, la maîtresse, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, la maîtresse est malade, la maîtresse ne se sent pas bien. La maîtresse, tu es malade. Elle dit, oui, la maîtresse est malade. Et
Ah voilà, il dit que ouais, assis à... Vous connaissez les enfants assis à la maîtresse, assis à la maîtresse. Ok, d'accord, merci mes enfants. À la pause, elle était assise comme ça, vraiment, parce que quand l'œil la faisait, elle avait tellement mal à la tête. Il y a 3 enfants qui sont venus vers elle. La maîtresse, c'est comment les enfants? Vous ne partez pas jouer. Non, la maîtresse, ils sont venus te dire quelque chose. Me dis quoi? La maîtresse, le mal dont tu souffres là, c'est nous qui t'avions fait ça. Hey. Elle dit pardon. C'est nous qui t'avions fait ça. Pourquoi? Comment? Pardon, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez fait ça comment? Est-ce que vous pouvez toucher mon œil? Vous êtes arrivé à mon œil à quel niveau? Quand, comment? Je n'arrive pas à comprendre. Les enfants disent que non, c'est que quand tu viens ici au village, parce qu'elle vient rentrer les vendredis, quand tu viens où tu peux dormir là-bas, on nous envoie en mission. Nous sommes des petites sorcières. On a notre groupe ici en classe. Donc, il nous a été dit là-bas qu'on doit te tuer. Elle dit attendez. Elle prend les enfants, elle part voir, elle part chez le directeur. Elle dit que répétez ce qu'on m'avait dit là-bas en classe. Que non, nous sommes des sorcières. Il nous avait été dit, demandé de tuer la maîtresse. Comment? Ce sont des bastards. C'était dans un village bastard. Donc le directeur parle donc en langue que mais comment vous pouvez dire des choses comme ça? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Elle dit que oui. Elle dit que oui, nous avons des grands postes là-bas. Alors il a été dit qu'on doit tuer notre maîtresse. Mais on ne peut pas. Elle est trop gentille avec nous. Elle nous garde les habits, elle nous garde les bonbons, elle nous garde ceci. On ne peut pas la tuer. Nous avons choisi donc de lui donner les mots des yeux. C'est pourquoi elle souffre comme ça. C'est que quand elle souffre encore là, ça nous fait mal. Mince. Pardon. Elle dit ça nous fait mal. Comme on la voit encore souffrir là comme ça. Elle est trop gentille. On n'a pas voulu la tuer. Donc on a voulu lui dire que c'est nous qui lui avons fait cela. Pour qu'elle aille chercher solution ailleurs. Qu'elle cesse d'aller à l'hôpital. Elle va finir son argent. Elle va plus nous acheter parce que depuis qu'on a vu qu'elle est malade, elle nous garde plus des choses. Elle n'a plus l'argent. Elle nous garde plus assez des choses comme elle faisait avant. Non, au lieu qu'elle nous garde l'argent, qu'elle aille chercher la solution ailleurs. Comme ça, l'argent là, on va toujours en profiter. Le directeur dit que vous dites quoi? Elle dit que non, c'est nos grands-mères qui nous ont initiés à la sorcellerie depuis tout petit. Il y a les maîtresses ici qui sont décédées. Quand elles venaient, elles mouraient en route parfois. D'autres petites maladies, c'est nous qui les tuons souvent. Mais celle-ci là, elle est très gentille. On a décidé de ne pas la tuer. On lui a donné le mot de Dieu qu'elle aille chercher solution ailleurs. Parce que son argent était fini à l'hôpital. Elle ne nous garde plus. Tata Anna a respiré 2 fois au bureau. Elle a regardé le directeur. Et la journée là, elle avait fini. C'était un lundi par là. Elle a fini, elle a dit à son directeur que comme tu vois là, moi, comme je sors d'ici aujourd'hui, je ne me remets plus mes pieds. Le directeur dit non, comment ce sont les élèves, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Elle dit moi. Elle dit moi. En bas, on dit mais. Moi, remets mes pieds ici. Je ne me vois plus de revenir. Si fais le rapport que tu veux, il faut que j'aille me faire soigner. Si déjà, avec les douleurs que j'ai là, je n'arrive pas à bien faire. Je devais d'abord préparer les leçons sur quelle base, avec les mots de tête. Je n'arrive même pas à préparer. Donc, je suis là. Je vais me faire soigner. Tu vas écrire dans ton rapport que arrêt maladie. Je vais me faire soigner. L'histoire, c'est grâce à ça qu'elle rentre. Elle pas dans les églises. On a vraiment prié sur. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas complètement ça, mais les mots de tête sont finis. Elle a pu quand même, enfin, les douleurs sont finies, mais l'œil ne fonctionne plus bien, ne fonctionne pas bien. Ils ont sacrifié son œil en sorcellerie. Une maîtresse. C'est pour on dit que les enseignants là, vraiment, quand vous partez dans nos écoles là, ils disent qu'à vous enseigner, pardon. Tous les matins, il faut prier. Tu ne sais pas qui est dans ta classe. Tu ne sais pas qui tu vas taper. Tu ne sais pas qui tu vas faire du bien. Et tu ne sais pas comment ton geste peut te sauver pour te détruire demain après demain. En bon entendeur, Saline. Ciao, ciao. Tu vas chercher ton pain quotidien, pardon. Tu vas retrouver soit la mort, soit le malheur. Anyway, quant à faire, comme dit tantôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.